Le magazine littéraire Épilogue est une présentation de la Librairie du Quartier. Merci à ce précieux partenaire et à leur équipe de libraires. Vos prochaines lectures vous attendent au 1120 Avenue Cartier. Quel beau duo! Donc, Éric Goulet du groupe Les Chiens et Luc de la Rochelière, Giseur des Ondes à Philippe Girard, qui a choisi cette pièce que moi, Amère America, c'est un de mes grands albums à vie de Luc de la Rochelière. Donc, il y a quelque chose quand même qu'on reconnaît. On change d'univers, de décennie, de contexte pour aller du côté d'une véritable légende de la littérature française ces dernières années. Philippe Girard, je parle pas de Philippe Girard, qui peut devenir éventuellement une légende, mais c'était tout un compliment quand même. Ma phrase, il manquait le nom, donc Antoine de Saint-Exupéry, parce que ces dernières années, Philippe Girard, lui, nous a partagé avec beaucoup de succès public et critique sa vision en bande dessinée du grand poète Léonard Cohen, du scientifique canadien Gérald Bull. Et là, donc, il se penche dans son magnifique nouvel album, un ouvrage donc de bande dessinée aux éditions La Pastèque, Le Prince des oiseaux de haut vol à l'aviateur et écrivain français Antoine de Saint-Exupéry, auteur du Petit Prince, bien sûr, mais ce n'est pas que ça. Hein? Non. Dans ta vie non plus, ce n'est pas que ça. Philippe Girard, l'intérêt pour Antoine de Saint-Exupéry, Terre des hommes, Vol de nuit. Donc, après s'être battu pour son pays au début de la Seconde Guerre mondiale, Antoine de Saint-Exupéry s'est exilé à New York. L'Allemagne était à ce moment-là occupait la France à partir de 1940. Donc en 1942 au Québec, il est invité Québec-Montréal avec son épouse Consuelo et on le retrouve à ce moment. Un moment charnière. Pourquoi cette époque? J'aurais envie de commencer. Et pourquoi même Antoine de Saint-Exupéry, Philippe Girard? En fait, c'est une question à volet multiple, j'ai envie de dire, là, mais déjà quand je m'attaque à un projet de bande dessinée, j'aime qu'il soit question du Québec dedans. Oui. Quand j'ai découvert donc qu'Antoine de Saint-Exupéry était venu au Québec et que ça avait eu une influence directe sur Le Petit Prince, je trouvais qu'il y avait vraiment une histoire à raconter là. Donc ça, c'est la première raison. Après, comme vous l'avez dit, Le Petit Prince, là, c'est un livre que j'ai aimé, mais l'univers romanesque de Saint-Exupéry, je pense que c'est le premier univers que j'ai aimé en tant que jeune lecteur. Terre des hommes, Courrier Sud, Vol de nuit, Pilote de guerre, c'est des livres qui m'ont vraiment beaucoup... qui m'ont happé. J'ai vraiment adoré tout cet univers-là. Donc, j'avais l'impression qu'il y avait comme un rendez-vous là entre ces deux univers-là et moi, puis j'étais content de m'y replonger. Après ça, je dois admettre que la femme de Saint-Exupéry, c'est le personnage que j'avais le goût de raconter aussi. Parce que, en fait, c'est elle qui m'intéresse le plus dans tout cet univers-là. C'est l'incidence et l'influence qu'elle a eue, elle aussi, sur... la vie d'Antoine de Saint-Exupéry, mais aussi sur Le Petit Prince. Ouais. J'avais le goût de raconter ça. Donc, Consuelo, donc salvadorienne d'origine. Exactement, ouais. On les voit dans le livre, il y a quelques retours dans le temps, dans les années 30, en Argentine notamment. Est-ce qu'elle était très documentée, sa conjointe, dans l'histoire, là? Elle est connue? Oui, tout à fait. Dans les biographies qui sont consacrées à Saint-Exupéry, évidemment, on parle de sa femme. On parle peu de son séjour au Québec. Généralement, c'est évoqué en un paragraphe, là, pour dire qu'il est venu quelques semaines ici, que ça s'est mal passé, puis qu'il avait hâte de revenir. Mais non, la présence de sa femme est très documentée, notamment parce que les amis de Saint-Exupéry étaient très durs avec elle. André Gide, notamment, elle avait félicité Saint-Exupéry pour son nouveau roman, mais moins pour son mariage. Elle était victime de sarcasme presque permanent. C'est vraiment quelqu'un qui ne faisait pas l'unanimité dans le milieu, j'ai envie de dire, en tout cas, dans la cour là, qui était autour de Saint-Exupéry, alors que c'est réellement une femme qui en fait, elle l'aimait beaucoup, elle comprenait qui il était, et elle a eu une très grande influence. Elle lui a sauvé la vie quand même quelques fois. Puis c'est quelqu'un qui a eu une influence directe sur Le Petit Prince. Et on sent aussi qu'elle est une femme qui comprend d'être avec... à un moment donné, on pose la question, être mariée à un aviateur, c'est pire d'être mariée à un écrivain dans le livre, parce que il y a ces départs constants. Saint-Exupéry, on le voit. On le retrouve toujours... En fait, ce séjour au Québec, effectivement, il y avait cette part de froideur, on peut dire, à plusieurs égards, on le sent. Pour nous, ici au Québec, parce que c'est porté, ça, par je disais une légende, mais c'est pas une légende, mais c'est cette idée que le philosophe, donc Thomas de Coninck, de l'Université Laval, alors enfant, aurait inspiré le personnage principal du Petit Prince. C'est à quel point ça a été porteur dans l'œuvre et à quel point c'est vérifiable, cette question. En fait, ça, c'est une autre affaire. Donc, Saint-Exupéry, quand il débarque au Québec en 1942, notamment, en théorie, pour une semaine.
Lui est exilé aux États-Unis. Ses livres sont interdits de publication en France. Donc, il y a un éditeur québécois à Montréal qui a, lui, le droit de publier les livres de Saint-Exupéry en français, qui le fait, d'ailleurs. Et il sait que Saint-Exupéry est pas loin, donc il l'invite pour une tournée promotionnelle au Québec qui doit durer une petite semaine. Saint-Exupéry accepte, il débarque ici en pensant qu'il est là pour quelques jours. Entre-temps, comme le Canada est en guerre contre l'Allemagne et que l'Allemagne a envahi la France, le Canada ferme les ambassades françaises sur son territoire, donc Saint-Exupéry se retrouve coincé au Québec. L'exil dans l'exil. C'est ça, exactement. Il le décrit comme ça. Le temps que l'imbroglio politique se règle, sa femme qui a un passeport salvadorien, elle a le droit de rentrer à la maison et lui, il reste coincé ici. Donc, Saint-Exupéry est tout seul, ça fait pas son affaire, il est marabout, mais les gens qui l'ont invité doivent s'occuper de lui, donc on le balade entre Montréal et Québec, même dans des villages, etc. Et quand il arrive à Québec, donc, en 1940, il faut comprendre, la ville de Québec n'a pas du tout l'air de ce qu'elle est aujourd'hui. Là. Autour de l'Assemblée nationale, il y a des belles maisons, tout ça, mais le reste, pas très, très loin de ça, là. On est dans des quartiers ouvriers où les trottoirs sont en bois, les routes sont en terre battue. Ça n'a pas du tout, la ville n'a pas du tout le même visage qu'aujourd'hui. Et les seuls notables, ou à peu près, qui ont... j'ai envie de dire, le standing comparable à Saint-Exupéry ou qui peuvent au moins se mesurer un peu à lui, c'est des gens du milieu universitaire. Les De Coninck, c'est une famille qui était très en vue à Québec à ce moment-là. Ils assistent à la conférence de Saint-Exupéry au Château Frontenac et décident de l'inviter à manger à la maison. Avec un certain Adrien Pouliot. Il y a une couple de pavillons de l'Université Laval là-dedans. Il y a quand même pas mal de gens très, très connus pour l'époque qui sont là. Saint-Exupéry, c'est quelqu'un qui, il était distant, il était hautain, mais c'est quelqu'un qui avait beaucoup, beaucoup d'affection pour l'univers de l'enfance. C'est quelque chose qui était déterminant dans son histoire à lui. On le sent dans Le Petit Prince d'ailleurs. Donc, quand il voit les enfants de Coninck, qui sont très allumés, très curieux, évidemment, ça vient réveiller quelque chose en lui. Et donc, il y a une part de vérité dans le fait que, probablement qu'en voyant le jeune Thomas de Coninck, il a vu quelque chose où ça a probablement créé une image dans sa tête qui a été récupérée pour Le Petit Prince. Mais Le Petit Prince, c'est l'amalgame d'un paquet de rencontres et c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup sa femme Consuelo aussi. Donc oui, elle est la rose qui est dans Le Petit Prince, elle est le renard, mais elle est aussi beaucoup, beaucoup Le Petit Prince. Et c'est un peu ce que j'essaie de dire dans le livre, en fait. J'essaie de montrer les rencontres qu'il a faites ici qui ont été... qui se sont retrouvées dans Le Petit Prince par la suite. Mais je veux aussi montrer que Consuelo, en dépit de la relation particulière qu'elle avait avec son mari, à quel point il y a une grande part d'elle qui a été récupérée dans le personnage du Petit Prince. Et là, ça crée, sur le plan visuel, parce qu'on n'a pas encore parlé, c'est un très, très beau livre. Donc, édition La Pastèque, un grand format, les couleurs sont magnifiques. Je sais qu'il y a des grandes, des doubles pages qui te tiennent beaucoup à cœur, Philippe Girard. C'est vraiment, on rentre dans l'univers. Et là, par hasard, je tombe justement sur une image donc des croquis où on évoque peut-être le début du Petit Prince, un renard, Saint-Exupéry s'ennuyait à New York. Et voilà, il a acheté des crayons pour dessiner, pour se passer le temps. Il a amené ses crayons avec lui. Mais c'est ce qui est merveilleux, en fait, dans l'histoire du Petit Prince, c'est que Saint-Exupéry n'était pas un dessinateur, c'était un écrivain qui savait quand même un peu dessiner et qui a décidé, quand il est revenu à New York après son séjour ici, son éditeur lui a dit « Pourquoi tu ferais pas un conte pour enfants? T'as des dessins, t'as des histoires, etc. » C'est ça que je voulais raconter, en fait. Là. Et donc, pour l'auteur que tu es, Philippe Girard, et l'illustrateur, ça pose des questions parce qu'on ne représente pas le Petit Prince comme on le connaît. Il n'y a pas le titre même, il n'y a pas de couverture, il n'y a rien. Parce que, de un, c'est pas libre de droit. Non, exactement. En France, la loi sur la propriété intellectuelle dit que 75 ans après la mort de son auteur, une œuvre tombe dans le domaine public. Sauf dans le cas du Petit Prince. Ah oui. Le Petit Prince est encore protégé par la loi sur le droit d'auteur. Ceci dit, c'était pas un très grand problème pour moi parce que je trouvais ça plus intéressant de toute façon. C'est ce que j'allais dire. C'est un plaisir narratif de semer des indices. Et le Petit Prince, c'est un personnage que tout le monde s'est accaparé. On a tous ceux qui l'ont lu ont leur propre interprétation, leur propre incarnation du Petit Prince dans leur tête. Donc, j'ai demandé aux gens autour de moi qui ne savaient pas dessiner de me dessiner le Petit Prince sans regarder sur Internet ou dans le livre. Et je me suis ramassé avec une banque de dessins qui ressemblaient mais ne ressemblaient pas au Petit Prince. Et c'est ceux que j'ai utilisés dans le livre pour le représenter lorsqu'il était question de lui. Wow.
Et des allusions aussi, on parle de l'invisible. Oui, ça c'est le code du Petit Prince, en fait. Exact. Donc ça, il y avait vraiment l'amoureux du Petit Prince à travers ce plaisir de semer aussi des indices de la création. Revenons aux enfants, cette ouverture de Saint-Exupéry pour les enfants. Moi, ça m'a frappé. Ça paraît dans les regards. C'est un homme qui est assez austère, même bourru ou en tout cas hautain avec les adultes. C'est quelqu'un c'est un aviateur, donc il a vécu des grands moments de solitude dans son avion, dans le ciel. Il a passé le plus clair de son temps dans le ciel, dans un avion tout seul quand même. Là. Donc ça crée des gens taciturnes, je pense, ou en tout cas pour le moins, on va dire un peu taiseux. Après Saint-Exupéry, c'était aussi une grande gueule, mais je veux dire, je pense que sa personnalité est conséquente avec le métier qu'il faisait, là. Il est blessé par la guerre physiquement, mentalement. On le voit aussi à New York, hein, il veut partout au Canada, il profite donc pour susciter l'intérêt aussi pour la guerre, pour dire, écoutez, il faut c'est pour ça qu'il accepte de venir, en fait. C'est pour ça qu'il accepte de venir. Il faut participer à cet effort. Moi, ma France, je ne la reconnais plus. Je veux retourner continuer à combattre. Donc, il y avait la guerre en tête. Vraiment. En fait, c'est la raison pour laquelle il est venu ici. Quand l'éditeur de Montréal lui a dit, tu pourrais venir faire une tournée promotionnelle, je pense pas que ça l'intéressait tant que ça. Lui, il voulait retourner se battre pour son pays. Et il s'est dit, si je vais au Canada, je vais faire pression sur le gouvernement canadien pour qu'eux, ils fassent pression sur les Américains, pour qu'ils se joignent aux Alliés et qu'ils se battent en Europe. C'était ça qu'il voulait. Mais les choses se sont pas passées comme il voulait, là. Mais lui, c'était ça, sa motivation. Ouais. Et étrangement, je le savais pas quand j'ai fait le livre, mais cette inquiétude-là pour la France, c'est celle que les Français ont en ce moment pour leur pays. Là. On l'a vu aux dernières élections. Il y a eu une coalition républicaine pour s'opposer à l'extrême droite. Le discours des gens qui voulaient défendre la France, qui voulaient défendre une certaine idée de la France, est étrangement similaire à celui que Saint-Exupéry avait en 1942, quand il disait aux gens de Québec, en tout cas, disons, au peuple canadien, la France n'est pas morte, la France est tombée dans le silence, mais elle existe encore, etc. C'est exactement la même chose. Et on lui dit, à un moment donné, de s'accommoder un peu de l'occupation, c'est si grave que ça, mais c'est un peu de dire, voilà, on marginalise présentement, ou en tout cas, on accrédite ou on normalise un discours aussi d'extrême droite, et donc c'est un peu 70 ans plus tard. Les choses c'est ça, l'histoire se répète, hein, c'est ça, exactement. Ouais.